Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole au chef de l'opposition officielle, Monsieur Monsieur le Président, nous avons hier, encore une fois, assisté à des réponses, non pas d'un premier ministre, mais d'un chef de la deuxième opposition. J'aurais cru que le premier ministre aurait au moins quelques réponses à nous fournir, mais non. Aucune réponse, seulement des attaques. Nous avons même assisté à une séance de victimisation de la part du premier ministre à propos de la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Ce qui devrait l'inquiéter, c'est plutôt le sort des milliers de personnes qu'il a abandonnées en se levant en cette Chambre pour renier sa parole. Et ce qui devrait l'inquiéter, c'est lorsqu'il affirme qu'il déchirera l'entente des médecins pour sauver 1 milliard de dollars, mais que son ministre recule et se précipite dans la direction opposée. Ce qui devrait l'inquiéter, c'est que même s'il se targue d'être un deal-maker, son unique deal pour l'instant envoie sa directrice de cabinet adjointe à New York. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est qu'il espère que le surplus va fondre, mais qu'en réalité, il augmente comme on lui a prédit. Ce qui devrait aussi nous inquiéter, c'est le début des fermetures d'usines comme Sico, Whippet, Agropur à Saint-Damas et ce matin, 2 usines Sural au centre du Québec. Les engagements du premier ministre sont tous bafoués. Est-ce que le premier ministre peut se lever en cette Chambre, nous confirmer que ses ministres lui ont au moins donné toute l'information avant de renier ses propres engagements? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle fait référence aux négociations avec les spécialistes, les médecins spécialistes. Mon collègue, le président du Conseil du Trésor, a convenu avec la Fédération des médecins spécialistes de faire une étude comparative avec les salaires des médecins spécialistes des autres provinces et on devrait avoir un résultat dans les prochaines semaines. On a vu la semaine dernière qu'il y a eu une étude qui montrait que l'écart est toujours le même, c'est-à-dire que les médecins spécialistes gagnent 10 % de plus que leur équivalent dans le reste du Canada, alors qu'ils devraient gagner 10 % de moins, comme les autres professionnels. Donc, ça veut dire que les médecins spécialistes reçoivent actuellement 20 % de trop sur une masse salariale de 5 milliards. Ça veut dire que le gouvernement libéral a signé une entente sans avoir d'études pour donner 1 milliard de dollars de trop par année aux médecins spécialistes, plutôt que de mettre cet argent-là pour aider les aînés, pour aider les proches aidants, pour aider les préposés à donner des bons services. Oui, on va faire des changements. Oui, on va respecter nos engagements. Complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le premier ministre se comporte encore comme un chef d'opposition. Il a répété cette semaine, d'ailleurs, toute la cassette de son ministre de l'Immigration. Il a dû changer son discours pratiquement tous les jours pour justifier ses actions. Et lorsqu'on garde ses volte-face, ça nuit à la confiance du Québec, Monsieur le Président. Et encore une fois, moi, juste sur une information qu'il m'a donnée hier, vous disiez qu'il y avait de nombreuses demandes de 13 ans dans le domaine de l'immigration. Est-ce que vous pouvez nous confirmer Monsieur le nombre de ces... Premier ministre. Monsieur le Président, ce qui est clair, c'est qu'en immigration, les délais sont beaucoup trop longs. On parle d'un délai moyen de 36 mois, 3 ans. Moi, je voudrais essayer de comprendre, est-ce que le gouvernement, actuellement, avec sa nouvelle méthode, essaie donc de dire on aura 2 critères importants. Répondre aux besoins du marché du travail et parler français. Est-ce que le chef de l'opposition officielle est au moins d'accord avec l'objectif? On va se parler ensuite des moyens, mais de dire on va choisir des gens qui répondent aux besoins du marché du travail et qui parlent français. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Les besoins du marché du travail, c'est nous qui avons fait ça avec le système Arima en passant. Maintenant, je vais vous donner la réponse parce que hier, vous me parliez que ça prenait jusqu'à 13 ans, etc. J'ai fait une vérification. En date du 31 juillet, c'était 1 % de ces dossiers, 6 dossiers sur les 18 000 en passant. Le premier ministre avait même promis
également un gouvernement imperméable aux pressions des lobbies. Comment peut-il accepter que ces belles... Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, les faits sont têtus. Quand on regarde les immigrants, les nouveaux arrivants, les 5 premières années, le taux de chômage est de 14 14 Moi, je ne suis pas satisfait de ça. Nous, on n'est pas satisfait de ça. Il faut changer la méthode. Est-ce que le chef de l'opposition officielle est satisfait du fait que le taux de chômage est de 14 après 5 ans chez les immigrants, alors que le taux moyen au Québec, c'est 5 Quel échec! Thème complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Répond pas encore une fois aux questions. Monsieur le Président, il est à la tête d'un gouvernement qui se comporte en club-école, Monsieur le Président. Un gouvernement qui est en train, d'ailleurs, de briser l'élan économique du Québec avec sa politique en cette matière. Va-t-il enfin reconnaître qu'il nage actuellement dans l'improvisation et que cette confusion est néfaste pour le Québec? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le président de la Fédération des chambres de commerce du Québec a salué l'approche du gouvernement de la CAQ. Actuellement, dans les 6 derniers mois, il s'est créé 50 000 emplois au Québec. Quand on regarde tous les chiffres qu'on voit dans les derniers mois, la situation économique continue de s'améliorer. Mais vous savez quoi, Monsieur le Président? On n'est pas satisfait de ça. Il faut en faire plus. Moi, je n'accepte pas que le Québec ait un écart de richesse de 17 avec l'Ontario. J'accepte pas qu'on reçoive de la péréquation. Moi, je veux un Québec plus prospère, plus fier. C'est ça qu'on va leur donner aux Québécois. S'il vous plaît. Question principale. La parole appartient maintenant au leader de l'opposition officielle. Monsieur le leader. Merci, Monsieur le Président. Depuis le dépôt du projet de loi 9, on a passé par toutes sortes de rebondissements. D'abord, le premier ministre, je vais le prendre au mot, a dit les faits sont têtus. Il y a des choses grotesques qui ont été dites, Monsieur le Président. D'abord, on a entendu qu'il y avait 18 000 dossiers qui traînaient, alors que depuis 2011, ils s'en traitent de 96 95 000 jusqu'à 18 000. On est à quelques pas de réussir, Monsieur le Président. On a décidé d'arrêter. On a entendu que dans le projet de loi, la CAQ avait déposé ou créé un programme ou un système pour pouvoir fonctionner, qui est le système ARIMA. C'est nous qui l'avons mis en place, Monsieur le Président. C'est nous qui l'avons mis en place, Monsieur le Président. Et ce système-là, il doit fonctionner comment? Lorsque le ministre va faire ce qu'il faut, c'est-à-dire faire les arrêtés ou prendre la réglementation pour le mettre en fonction. C'est pas fait. Il a dit, Monsieur le Président, également, Monsieur le Président, qu'il fallait mettre fin au dossier actuellement pour pouvoir aller de l'avant avec son système. On le sait que c'est pas vrai. Moi, j'ai une question que je pose. Pourquoi, avant l'adoption du projet de loi, scraper, déchirer 18 000 dossiers, 50 000... Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, vous savez qu'en cette Chambre, on a la responsabilité de ne pas faire de démagogie. Ce qui est important... S'il vous plaît. Ce qui est important, Monsieur le Président, c'est de renseigner la population. C'est de renseigner de la population. Je m'excuse 2 secondes, s'il vous plaît. Ça va bien? On est au début de la période de questions. Soyez attentifs aux réponses. Ça vous donnera le loisir d'échanger. On modère, s'il vous plaît. Monsieur le Président, quand le Parti libéral est arrivé en 2003, il n'a pas réformé le système d'immigration adéquatement. On se retrouve dans une situation où les gens qui ont choisi le Québec avec le système libéral, parmi les 18 000 dossiers, ces gens-là vont avoir des rêves déçus relativement au traitement des dossiers. Nous, ce qu'on veut faire, on veut s'assurer que les gens qui vont venir au Québec vont pouvoir répondre aux besoins du marché du travail, vont pouvoir remplir leurs rêves au Québec. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, c'est intéressant de savoir ce que les acteurs économiques du Québec disent par rapport au projet de loi 9. Permettez-moi de citer Martine Hébert, vice-présidente principale et porte-parole de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. Nous sommes satisfaits de voir que le gouvernement prend au sérieux le problème de pénurie de main-d'œuvre et qu'il met en place des mesures pour y remédier à travers le projet de loi qu'il a déposé aujourd'hui, en parlant de jeudi passé. Il faut aussi rappeler que, même si ce dernier représente certainement un pas dans la bonne direction, il importe de maintenir les efforts visant à apporter une réponse immédiate aux PME qui ont un besoin criant de main-d'œuvre. Nous avons reçu une bonne écoute de la part du ministre de l'Immigration à cet égard et nous discutons d'ailleurs régulièrement avec son équipe à ce sujet. Première complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, Monsieur le Président. Le projet de loi 9, on va en débattre au moment où il sera et en consultation, j'espère, et par la suite, ici, en cette Chambre et en commission parlementaire. Ma question, elle est toute simple. Moi, c'est celle qui me chicote depuis le début. Pourquoi
anéantir les rêves des gens qui ont déposé? Pourquoi cesser de traiter les dossiers avant l'adoption du projet de loi? Stephen Harper, lui, a attendu. Pourquoi avoir moins de cœur que Stephen Harper? Monsieur le Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, s'il y a des gens qui n'ont pas eu de cœur au cours des 15 dernières années, c'est bien le Parti libéral du Québec. On pourrait faire la litanie des actions que vous avez posées qui ont fait mal à la population. Quand vous étiez assis dans votre bureau de circonscription, que les gens appelaient pour dire que les services à la population étaient coupés, les services dans les écoles aux enfants les plus vulnérables étaient coupés, il était où votre cœur là-dessus? Nous, on dit aux gens qui veulent venir au Québec, vous ne serez plus déçus, on va vous sélectionner parce que vous allez avoir un emploi à la hauteur de votre compétence. Les taux de chômage, pratiquement 3 fois plus élevés que la population native au Québec, c'est terminé. Parce que comme gouvernement, on va intégrer tous les Québécois, tous les nouveaux arrivants qui choisissent le Québec, qui décident de venir au Québec, parce qu'on a la responsabilité de le faire. Bon. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le leader, Monsieur le Président, la réalité, c'est la suivante, c'est que ce matin, même des juristes, là, c'est pas des gens qui ne connaissent pas ça, Monsieur le Président, lui demandent de ne pas anéantir tous ses rêves et de ne pas cesser de traiter les dossiers. La question, dans le fond, c'est la suivante. La loi ne l'oblige pas à cesser de traiter les dossiers. Il n'est pas obligé d'arrêter avant l'adoption du projet de loi. Il n'a pas à présumer, Monsieur le Président, de l'adoption du projet de loi. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de l'arrogance lorsqu'on ne respecte pas ni les gens ni nos institutions? Monsieur le ministre de l'Immigration, s'il vous plaît. On n'applaudit pas, non, mais on n'applaudit pas, mais on ne change pas ça par des réactions, des bravos, des sons, etc. Alors là, on prend, encore une fois, la réponse... exactement. Alors, si le temps passe, on travaille tous ensemble pour que le temps passe efficacement. La parole au ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, lorsqu'on est au gouvernement, on a la responsabilité de 2 choses, notamment de s'assurer de bien faire les choses et de s'assurer aussi de répondre aux besoins de main-d'œuvre des différentes régions. Le président de la Fédération des chambres de commerce du Québec, M. Forger, disait « Le projet de loi déposé aujourd'hui accélère la réforme visant à mieux arrimer la sélection des immigrants du Québec avec les besoins économiques du Québec. Nous ne pouvons évidemment que saluer l'intention du gouvernement à cet effet. » Monsieur le Président, ce qu'on fait, on s'assure d'une meilleure intégration. On s'assure que les gens qui vont choisir le Québec vont être en emploi, vont être intégrés, vont être francisés dans toutes les régions du Québec. Ce que le leader de l'opposition officielle dit, c'est « Monsieur le Président, je veux le statu quo. Il ne faut que rien change au Québec. Il ne faut pas améliorer les choses. Vous avez eu 4 ans de statu quo. C'est terminé. On améliore les choses. » Oh, continue. Question principale, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, la vérité a ses droits. Est-ce que le ministre de l'Immigration... Vous savez ce que j'ai dit il y a 2 instants, ça s'adresse à tous les membres de l'Assemblée nationale, de ce côté-ci comme de ce côté-ci. Et c'est ce que je viens de dire, Monsieur le député de Lapinière. Je pense que si vous m'écoutez, vous comprendrez. Nous poursuivons. La parole appartient au leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je recommence. La vérité a ses droits. Est-ce que le ministre de l'Immigration peut dire la vérité ici et contredire le premier ministre sur le taux de chômage des immigrants après 5 ans? Peut-il le dire qu'il n'est pas de 14 %? Peut-il se lever et le dire? Ce n'est pas le cas. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, est-ce que le leader de l'opposition officielle nie la réalité que le taux de chômage est de plus du double de la population native au Québec? Ça veut dire, Monsieur le Président, que lorsque les gens arrivent au Québec, arrivent à l'aéroport à Dorval, font leur démarche, quittent leur pays d'origine après de trop nombreuses années, comme le Parti libéral le fait, arrivent au Québec et pensent qu'ils vont pouvoir occuper un emploi. La réalité, là, actuellement, c'est que ce n'est pas le cas parce que vous les avez laissés tomber. Vous avez abandonné des familles. Vous avez abandonné des gens qui souhaitaient simplement s'investir au Québec. Il y a des gens qui ont quitté le territoire québécois parce qu'ils ont été déçus par le bilan que vous leur avez offert. La vérificatrice générale vous a blâmé sévèrement, a blâmé le gouvernement libéral en 2017 en disant que vous n'occupiez pas des immigrants, vous n'occupiez pas de la francisation, vous n'occupiez pas de l'intégration, vous n'occupiez pas de la régionalisation. Le statu quo libéral, c'est terminé au Québec. Enfin, on va pouvoir commencer à progresser. Enfin, on va pouvoir avoir confiance dans l'État québécois. Enfin, on va pouvoir confiance dans les institutions québécoises. Parce qu'on ne peut pas dire que sous votre règne, les gens ont eu énormément confiance dans les institutions, de la façon dont vous avez traité la population du Québec, puis la façon dont vous avez traité nos institutions, vous les avez perverties. En terminant, d'ailleurs, je vous rappellerai une règle de base, vous vous adressez à la présidence, s'il vous plaît, à la présidence. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, Monsieur le Président, les gens doivent avoir confiance en leur Assemblée nationale.
Et actuellement, de la façon dont c'est parti, c'est inquiétant, Monsieur le Président. Ce débat-là, il doit se tenir ici. La décision d'abandonner les gens, de déchiqueter, de mettre fin au dossier maintenant, elle a été prise par le gouvernement. Il n'y a personne qui les oblige de faire ça. Ils auraient pu continuer, ils auraient pu mettre des ressources supplémentaires. Ils ont le droit de débattre du projet de loi 9, ils ont le droit de proposer des choses différentes. C'est pas notre faute si les 18 000 dossiers ne seront pas traités. C'est de la leur. Monsieur le ministre de l'Immigration. Président, le Parti libéral n'a pas traité ces dossiers-là durant des années. Ils ont laissé les gens en panne durant des années. Nous, ce qu'on veut faire, c'est réduire les délais et les ramener à l'intérieur de 6 mois pour que quand quelqu'un dépose sa demande de déclaration d'intérêt, il puisse être invité et sélectionné à l'intérieur de 6 mois. Est-ce que le leader de l'opposition officielle est en désaccord avec ça? Est-ce qu'il est en désaccord d'améliorer les choses au Québec? Il y a manifestement une problématique avec le système d'immigration. On est en train de régler cette problématique-là, de le bonifier et de faire en sorte de s'assurer que les gens ils puissent avoir un accueil respectueux. Vous ne parlez pas du tout du fait dans le projet de loi qu'il y a un parcours personnalisé qu'on souhaite développer. Vous devriez saluer ça qu'enfin un gouvernement va décider de changer les choses et d'améliorer le sort des immigrants au Québec. Deuxième complémentaire. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Oui, Monsieur le Président, il y a une chose qui, pour moi, est très claire. Le débat sur le projet de loi, on va l'avoir ici. Mais il y a une chose qui m'apparaît très évidente, c'est que la délicatesse n'est pas une façon de travailler au gouvernement. Ce dossier-là, ces 18 000 dossiers auraient pu être traités. Le leader et son gouvernement disent quoi? Il y aura une disposition dans la loi pour nous protéger. Je vous rappelle, Monsieur le Président, qu'elle n'est pas adoptée, cette loi-là. Cette disposition, elle n'est pas en vigueur. Aujourd'hui, il s'expose. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, durant des années, le gouvernement libéral s'est servi du système d'immigration comme un bar ouvert. Monsieur le Président, le fait d'envoyer un message aux gens qui était mensonger, n'était pas approprié, on rectifie la situation. On s'assure que les gens vont venir au Québec, ils vont être intégrés, ils vont répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Et surtout, on réduit les délais. Ça, c'est avoir une approche humaine. Et surtout, Monsieur le Président, et j'invite les gens qui sont présentement dans cette situation à déclarer leur intérêt dans le système ARIMA. Parce qu'il faut faire en sorte qu'on puisse les sélectionner basés sur les besoins du marché du travail et s'assurer qu'ils aillent dans toutes les régions du Québec. Entendez-vous la population du Québec? Entendez-vous les différentes entreprises? Entendez-vous la pénurie de main-d'œuvre? Et entendez-vous aussi le message des immigrants qui sont sur le territoire québécois qui disent « on n'a pas de service ». On doit faire attention à vos propos, s'il vous plaît. Prendre la parole des députés lorsqu'une réponse est donnée également, ça fait partie de nos règles de base. Du côté de Québec solidaire, question principale. Madame la députée de Tachereau. Merci. Hier, le premier ministre disait, écoutez, Amazon emmène 50 jobs au Québec, c'est normal qu'on les aide. Bon, c'est discutable, mais imaginons que ça soit vrai, OK? Il y a une autre grosse compagnie de la Silicon Valley qui fait à peu près 200 millions de chiffre d'affaires au Québec, qui ne paye pas d'impôts, qui ne paye pas de taxes au fédéral et qui, malgré tous ces passe-droits-là, ne crée pour l'instant aucun véritable emploi chez nous. Saviez-vous, Monsieur le Président, que si presque la moitié des Québécois sont abonnés à Netflix, les films québécois offerts par Netflix au Québec, c'est 0,1 % des films. Je ne sais pas, est-ce qu'ils pensent qu'on n'est pas bon? Est-ce qu'ils n'ont pas remarqué qu'on gagne des Oscars? Est-ce qu'ils n'ont pas remarqué que nos réalisateurs font des films à succès aux États-Unis, en France, sont exportés partout? Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée, Xavier Dolan, c'est quand même pas n'importe qui. Alors, ma question pour la ministre de la Culture, pourquoi est-ce qu'on n'exige pas de Netflix qu'il produise ou au moins qu'il achète les droits pour sa plateforme au Québec d'un minimum de films de chez nous? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien, je veux remercier la députée de Tachereau pour sa question. Je suis ravie de l'avoir comme vis-à-vis en culture et communication parce que je suis persuadée que, tout comme moi, elle a à cœur les artistes et les artisans venant de ce milieu. Et je me souviens d'ailleurs d'une des interventions que vous aviez faites lors d'une commission parlementaire, lors d'une autre législature. À l'époque, vous étiez pour Option nationale. Et j'avais apprécié vous entendre, tout comme j'apprécie la question que vous posez ce matin, parce que elle est importante, la question que vous posez ce matin, parce que ça traîne depuis des années, ce dossier. Netflix est né en 2010. Et que s'est-il passé depuis ce temps-là? Absolument rien. Les libéraux, nos collègues libéraux, avec la spécialiste des paradis fiscaux,
n'ont pas daigné agir en 2010 lors de la naissance de Netflix. Vous savez, c'est à cette époque que cette nouvelle plateforme a surgi. Alors, ça ne les dérange pas vraiment. Ils n'ont pas bougé dans ce dossier-là. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la situation, une situation très préoccupante. Je l'ai dit et je le répète, Monsieur le Président. Et je suis convaincue que ma collègue et moi-même, et probablement tout son parti, partageons cette même préoccupation. Il n'y a pas... Terminant. Ah, je vais revenir tout à l'heure, mais on va s'entendre. Je vous invite toujours à vous adresser à la présidence. Madame la députée de Tachereau, première complémentaire. Monsieur le Président, ma question n'était pas pour le Parti libéral, mais bien pour qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Donc, suggestion comme ça, je vous lance ça comme ça. En Europe, l'Union européenne a décidé d'obliger Netflix à mettre sur son catalogue européen au moins 30 de films faits en Europe, produits en Europe par des Européens. Si c'est ça, je vois la ministre hocher de la tête. Si c'est ça, ça serait quand qu'on va faire ça ici? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, alors je vous disais qu'on va s'entendre parce que cette préoccupation-là, elle est réelle. Ce que nous déplorons ici, c'est qu'il n'y a pas d'équité fiscale pour nos entreprises de communication au Québec qui sont extrêmement importantes. Nos diffuseurs, nos producteurs, ce sont des emplois très bien payés. Plusieurs d'entre vous et vous venez de ce milieu et sachez jusqu'à quel point c'est important qu'il y ait une équité fiscale avec ces entreprises pour lesquelles le gouvernement fédéral le gouvernement libéral n'a rien fait. Et vous me spécifiez qu'en Europe, justement, il y a des mesures intéressantes qui ont été prises. Et les GAFAM de ce monde, c'est une préoccupation qui touche les pays... en fait, c'est mondial. C'est une préoccupation qui... Je reviens avec votre réponse précise. Deuxième complémentaire. S'il vous plaît. Deuxième complémentaire. La parole appartient, on aimerait l'entendre, à la députée de Tachereau. Alors, je vois que la ministre de la Culture est capable de cerner le problème, mais comme elle est au gouvernement, il faudrait maintenant qu'elle puisse nous proposer une solution. En fait, je suis quand même étonnée que ce soit pas plus avancé que ça dans les cartons. D'après ce que j'entends, ça semble pas encore être un enjeu qui est sur la table, surtout venant d'un gouvernement nationaliste. Je me disais, au moins, de ce point de vue-là, tout le monde va être d'accord avec ça pour nos films québécois. Donc, je vais peut-être lui demander tout simplement, si je reviens avec cette même question-là dans 2 semaines, 1 mois, est-ce qu'on va pouvoir avoir des réponses vraiment concrètes? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Je vais vous en donner tout de suite des réponses concrètes, Madame la députée. Actuellement, il y a des discussions qui sont en cours avec mon homologue fédéral parce que c'est important qu'il y ait une équité fiscale. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de lui en parler, je l'appelle, on en discute. Il faut que nos entreprises ici, du Québec et même du Canada, aient les mêmes moyens, se battent à armes égales. Et ce qui me choque, tout comme vous et votre formation politique, c'est le fait que des entreprises mondiales, des entreprises qui font des fortunes, font des revenus ici, engrangent des revenus et aillent les déposer dans des paradis fiscaux. Les gens qui nous écoutent paient leurs impôts ici, paient leurs taxes impôts, et c'est ce qu'on veut de toutes les entreprises qui retireront des revenus d'affaires ici, et nous y travaillons, Madame la députée, si on peut travailler en... Monsieur, question principale. Juste avant, j'aime beaucoup vous regarder, hein? Alors, on continue à s'adresser à la présidence, s'il vous plaît. Question principale pour le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la maternelle 4 ans, c'est le dossier le plus important pour le premier ministre. Il a déjà dit qu'il pourrait faire de la politique juste pour ça, les maternelles 4 ans. Or, il se trouve que ce projet n'est ni souhaité par les parents du Québec, je mets au défi l'ensemble de sa députation de valider ça dans leur circonscription, ni souhaitable parce qu'on préfère poursuivre le réseau des CPE qui offre une garantie de qualité, et ni réalisable. Et ça, c'est probablement le ministre qui pourrait nous le confirmer à travers le sondage secret qu'il n'a toujours pas dévoilé et où se trouve la clé de cette information. Alors, si c'est ni souhaité, ni souhaitable, ni réalisable, pourquoi le gouvernement s'acharne à proposer ce dossier-là? Peut-être que le premier ministre s'est trop avancé durant la campagne électorale là-dessus, est allé très loin sur le fait qu'il n'y avait pas le choix de réussir. Mais au nom des parents du Québec et surtout des enfants, est-ce qu'il réalise qu'il ne sera pas capable d'y arriver? Et s'il pense qu'il est capable d'y arriver, qu'il demande à son ministre de rendre public aujourd'hui même le sondage qu'il ne veut pas rendre public concernant les espaces disponibles pour s'assurer que les enfants vont pouvoir avoir cette formation qui n'est pas demandée par les parents. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, il y a des enfants, on parle de 27 % des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage.
toutes sortes de problèmes, dysphasie, dyslexie, troubles d'attention, autisme. Et actuellement, c'est trop long pour d'abord dépister le problème. Avec mon collègue, le ministre délégué à la Santé, qui est un spécialiste en la matière, on va maintenant dépister tous les enfants avant l'âge de 4 ans. On va commencer à leur donner des services à l'âge de 4 ans. Oui, si j'avais à choisir une priorité, c'est celle-là. Maintenant, ces services pourront être donnés dans des garderies ou dans des maternelles 4 ans. Comprends que dans des maternelles 4 ans, il s'agit d'enseignants. En intégrant une maternelle 4 ans dans une école primaire, c'est certain qu'on peut assumer d'avoir une équipe plus complète d'orthophonistes, orthopédagogues, psychologues, travailleurs sociaux. Donc, il y a des parents qui vont préférer que les services soient donnés dans une maternelle 4 ans. Pourquoi le Parti québécois refuse-t-il d'offrir à nos enfants ce qu'il y a de mieux? Nous, c'est ce qu'on va faire. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Bien, je suis très heureuse, Monsieur le Président, que le premier ministre nous amène sur ce terrain-là, parce que justement, il y a une incohérence flagrante dans l'action du gouvernement. Le ministre délégué aux services sociaux, lui, il l'a compris. Le dépistage, ça commence pas à 4 ans. Ça commence pas avec une obsession pour les maternelles 4 ans. Ça commence bien avant. Et le meilleur réseau, il l'a dit lui-même, pour travailler en collaboration, c'est le réseau des centres de la petite enfance. Alors, pourquoi cette obsession-là pour les maternelles 4 ans qui ne répond pas aux besoins ni des parents ni des enfants? Pourquoi déstructurer un réseau scolaire? Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre. Oui. Je vais laisser mon collègue, le ministre de l'Éducation, mais c'est un dossier qui, pour moi, est primordial. Puis, je suis convaincu que la députée de Joliette, je lui donne 1 an ou 2 pour qu'elle soit d'accord avec nous. Parce que c'est clair, Monsieur le Président, qu'il y a des enfants qui ont des difficultés, qui ont besoin d'un enseignant, qui ont besoin d'un orthophoniste, qui ont besoin d'un psychologue, qui ont besoin de l'aide qu'on peut retrouver dans une école primaire. Dans certains cas, ça sera possible de donner ces services dans les CPE, mais la députée de Joliette sait très bien qu'en moyenne, un CPE, c'est plus petit qu'une école primaire. Donc, offrons Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Bien, j'aimerais savoir ce que le premier ministre dit à son collègue ministre des Services sociaux, qui justement plaide haut et fort qu'il faut dépister très tôt avec les services sociaux. Les services, ils vont exister. Ils vont exister pour les enfants d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pourquoi une rupture à 4 ans? Qu'est-ce que vous dites, en plus de ce que j'aimerais savoir, ce que vous allez répondre à votre collègue, qu'est-ce que vous dites au milieu scolaire qui vous dit justement qu'ils ne peuvent pas répondre à cette demande-là, qu'il manque de classes pour les enfants de 3e, 4e, 5e année, d'espace pour les services de garde, de spécialistes? Il manque de tout et vous leur rentrez dans la gorge un engagement. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on va mettre en place un dossier pour chaque enfant, ce qui aurait dû exister depuis longtemps. Puis ce dossier-là va pouvoir être transféré d'une garderie à la maternelle 4 ans. Mais c'est important, Monsieur le Président, pour chaque enfant, puis il y en a 27 qui ont des difficultés, d'offrir ce qu'il y a de mieux, puis d'offrir le choix aux parents. C'est quoi le problème de dire aux parents, vous avez le choix entre une garderie avec 2 tiers d'employés qui sont des techniciens de garde ou une maternelle 4 ans, des enseignants avec toute l'équipe de spécialistes de l'école primaire? Pourquoi le Parti québécois refuse-t-il d'offrir ce qu'il y a de mieux à nos enfants? En terminant. Ça devrait être notre devoir. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. On savait déjà, Monsieur le Président, qu'il manquait de classes pour accueillir nos enfants dans nos écoles, mais maintenant on apprend qu'il manque de classes de l'autre côté lorsque le premier ministre utilise un ton assez paternaliste envers ma collègue la députée Yvon en lui donnant 1 an ou 2 pour comprendre, alors que ça fait plusieurs années qu'elle comprend déjà. Ça s'appelle écouter son réseau. En parlant d'écoute, hier, le ministre de l'Éducation a convoqué environ une centaine de présidents et directeurs généraux des commissions scolaires pour leur faire part du projet de maternelle 4 ans. Lors de cet appel, les intervenants ont posé la question suivante au ministre de l'Éducation. Est-ce normal de modifier des contrats issus d'appels d'offres sans enfreindre la loi sur l'octroi des contrats publics, tel qu'il nous a été demandé par le ministre de l'Éducation le 23 janvier dernier dans une lettre qui leur a été adressée? La réponse du ministre, bonne question. En effet, Monsieur le Président, est-ce qu'il a trouvé la réponse? Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président, la prochaine fois, on lui donnera le numéro pour rejoindre à la conversation.
Ça nous fera grand plaisir. Hier, effectivement, on a eu une rencontre intéressante avec l'ensemble des présidents-présidentes de commissions scolaires, les directions générales, pour faire le point parce qu'on travaille en équipe, on tend la main aux gens. Et à chaque fois j'entends ma collègue dire qu'on manque de place, j'ai le goût de rafraîchir un peu la mémoire. C'est vrai qu'à Montréal, en ce moment, c'est difficile. Il y a un enjeu de manque de locaux et on ne pourra pas déployer les prématernelles 4 ans en premier à Montréal. Ça va être un petit peu plus tard, le temps d'agrandir et de construire. Mais depuis 4 ans, il y a eu 47 projets de construction, d'agrandissement, juste sur l'île de Montréal. 47 projets refusés par son gouvernement. Et s'il les avait acceptés, bien, il y aurait 522 classes de plus sur l'île de Montréal. Il y aurait de la place pour 13 000 élèves de plus. Mais vous les avez refusés. La pénurie de locaux qu'on a à Montréal, c'est de votre faute. Si on est obligé de fermer des locaux de bibliothèques, si on est obligé de fermer des locaux de professionnels, s'il y a des enfants qui dînent dans les classes, c'est parce qu'ils ont refusé d'avoir de l'ambition pour nos jeunes. Ils ont refusé des demandes de commission scolaire. Et ça fait qu'en ce moment, on a une crise. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Moi, ma question est très simple, Monsieur le Président. Je vais répéter la question. Est-ce que vous êtes prêt à défier les lois sur les contrats publics? Est-ce que vous êtes prêt à défier ce que nous avons adopté ici, au Salon Bleu, pour protéger notre système lorsqu'il y a des appels de contrats publics? Avez-vous une réponse, Monsieur le ministre? Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président, il n'est pas question de ne pas respecter la loi d'aucune manière. Simplement qu'il y a des projets qui ont été acceptés ces dernières années. Il y en a beaucoup qui ont été refusés par eux, énormément. Ça a causé une crise. Ils ont quand même accepté d'agrandir quelques écoles et d'en construire quelques autres. Ce qu'on a dit aux commissions scolaires, c'est les projets qui ont été acceptés depuis 1 an ou 2 n'ont pas été construits parce que c'était long. Sur leur régime, c'était très long. Eh bien, amendez ces projets-là, faites-nous des demandes et nous les traiterons de manière prioritaire pour que les écoles qu'on va inaugurer dans les prochains mois, dans les prochaines années, prévoient des classes de 4 ans. Je pense que c'est une simple cohérence. Les Québécois s'attendent à ça. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Dans le projet de loi numéro 5 qui nous a été déposé, c'est indiqué que nous allons agrandir sans égard au milieu économique où ils vivent. Est-ce que maintenant on doit ajouter sans égard aux lois sur le contrat public? Ministre de l'Enseignement et de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président, il y en a qui sont drôles puis ils ne savent pas, là. C'était un peu n'importe quoi. S'il vous plaît. C'est vrai que le projet de loi qui a été déposé ce matin nous dit qu'on va offrir les prématernelles 4 ans sans égard au milieu socio-économique. On va l'offrir à tous. Parce que les enfants, ce n'est pas des codes postaux. Parce qu'un trouble du spectre de l'autisme, ça n'a rien à voir avec le fait que nos parents sont au salaire minimum ou font 150 000 $. Mais les deux vieux partis, eux, pensaient qu'il fallait déployer les prématernelles 4 ans seulement si les parents étaient pauvres. Bien, il y a des enfants autistes dont les parents sont riches. Il y a des enfants dysphasiques dont les enfants sont riches. Puis nous, on ne les abandonnera pas, ces enfants-là. Question principale. Monsieur le député de Jean Lesage. Merci, Monsieur le Président. Le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux dit qu'il veut réduire les méfaits liés au cannabis. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Il n'y a personne qui n'est pas d'accord avec ça. Ça fait l'unanimité. Mais le moyen, par contre, le moyen qu'il choisit, c'est interdire la consommation aux personnes de 18 à 21 ans. De l'autre côté, on a les experts, on a les scientifiques qui affirment clairement là, que ça ne marchera pas. Au contraire, l'augmentation de l'âge légal va contribuer à augmenter les méfaits liés au cannabis. C'est ça qui se passe. Les spécialistes de l'Institut national de la santé publique du Québec, nos experts en politique de santé publique, affirment que le projet de loi 2 ne diminuera pas la consommation et qu'elle proviendra même de sources clandestines et sans contrôle de qualité. C'est pas de la science que le ministre fait en ce moment. Il n'écoute pas les scientifiques. Les experts en santé publique, ceux qu'on paye pour ça, disent que c'est une mauvaise idée. Alors pourquoi le ministre ne les écoute pas? Monsieur le ministre délégué à la santé et aux services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas où était le député de Jean Lesage hier, quand on a entendu les psychiatres venir nous dire que le cannabis est lié à un risque de 3 % de psychose. Je ne sais pas s'il a lu les journaux ce matin, quand les psychiatres nous ont encore dit que la consommation de cannabis chez les adolescents induit un risque de dépression de 7 % et que 7 % de ces jeunes adultes-là sont à risque de se suicider, Monsieur le Président. C'est quand même
surprenant de voir qu'il ne comprend pas. La chose qui est importante, là, c'est que la loi qu'on a actuellement, protège les 18 ans et plus. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut protéger les adolescents. Tous ces méfaits liés au cannabis commencent à l'adolescence et personne ne pense aux adolescents. Nous, ce qu'on veut, c'est protéger nos jeunes et on va faire tout ce qu'il faut pour le faire. Et ce que l'INSPQ a dit, en fait, hier, c'est que l'augmentation de l'âge seule ne changera rien. Mais nous, on parle depuis le début avec le ministre de l'Éducation et la ministre de la Santé pour faire de la prévention, de l'éducation et protéger nos jeunes, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Jean Lesage. J'étais là en commission, Monsieur le Président, et j'ai très bien entendu tout ce qui s'est dit. Et c'est là que réside la confusion fondamentale du ministre. D'une part, il y a les psychiatres et ensuite des spécialistes de santé publique qui disent quelles politiques ont quel effet. Les psychiatres, leur spécialité, c'est le cerveau. L'INSPQ, c'est quelle politique mettre en place pour que ça ait un bon effet sur la santé du cerveau. Alors, c'est ça la question fondamentale et la confusion du ministre. Mais la question aussi que je me pose, c'est pour le ministre, c'est quoi un adulte? Monsieur le ministre délégué à la santé et aux services sociaux. Alors, un adulte, c'est l'âge de 18 ans, c'est l'âge de la maturité, mais on donne à nos jeunes l'âge de consentement médical à 14 ans, on donne l'âge de conduire à 16 ans, on peut donner l'âge de consommer du cannabis à 21 ans, et ça reste des adultes. L'important, Monsieur le Président, c'est de protéger la santé de nos adolescents. Toute la loi qu'on a actuellement, elle n'a pas pris en compte que 75% des jeunes qui consomment du cannabis à 18 ans en consomment déjà depuis qu'ils ont 11, 12, 13 ans. Et c'est ces enfants-là qui ont un pronostic très mauvais de dépression, psychose, etc. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Jean Lesage. Bon, on va se le dire, avec la loi sur le cannabis, là, le ministre est en train de créer au Québec 2 catégories d'adultes. Il y a ceux, d'une part, dont le cerveau est trop peu développé pour faire leur propre choix, et ensuite, il y a ceux qui ont plus de 21 ans. Mais où est-ce que ça va finir, cette logique? Et c'est quoi la prochaine affaire que le ministre va proposer d'interdire pour protéger les personnes de 18 à 21 ans d'eux-mêmes? Monsieur le ministre délégué à la santé et aux services sociaux. Président, l'âge de la maturité a diminué à 18 ans dans les années 70. On n'avait pas toute l'information qu'on a actuellement pour comprendre les méfaits des substances illicites. Maintenant, est-ce qu'on doit répéter des erreurs qui ont déjà été faites? Nous, ce qu'on veut, c'est protéger le cerveau de nos adolescents. On a beaucoup d'informations dessus. Le cerveau, il continue à sa croissance jusqu'à l'âge de 25 ans. Nous, on dit qu'on envoie un message clair. Et ils nous l'ont dit hier en commission parlementaire. Tous les groupes étaient contents de nous rencontrer parce qu'ils disent que ce changement, ce projet de loi, encore une fois, lève un drapeau rouge sur « il ne faut pas consommer du cannabis quand on est jeune ». Question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Le rapport sur les prix alimentaires à la consommation 2019 nous indique une augmentation du panier d'épicerie de 3,5 pour l'ensemble des Québécois en 2019 et de 4 à 6 pour les légumes. C'est préoccupant, c'est un enjeu financier, c'est un enjeu de santé parce qu'il y a des gens qui vont se priver de ça. Au Québec, on serait capable d'être des leaders dans la production de légumes en serre avec nos tarifs d'hydroélectricité. Ça serait meilleur au goût, meilleur au coût, moins de transport, moins d'empreintes écologiques et être nationaliste, c'est encourager nos produits en priorité. Alors aujourd'hui, je vais faire une proposition au premier ministre. Est-ce qu'il serait prêt à envisager un grand chantier qui ferait en sorte qu'on aurait une souveraineté alimentaire pour les légumes et on serait capable d'être des leaders et s'assurer qu'on consomme davantage de nos produits pour toutes ces raisons? Il me semble que ça touche les citoyens et que ça serait bien accueilli de pouvoir consommer en toute saison les légumes québécois pour sauver de l'argent et surtout encourager dans toutes les régions du Québec notre économie. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, c'est vrai, et puis il s'agit de se promener un peu sur le terrain pour voir que beaucoup de Québécois, entre autres de la classe moyenne, ont de la difficulté à arriver. Entre autres, le prix des aliments augmente de plus que l'inflation, plus que la moyenne des augmentations de salaire. De là, l'importance, d'abord, de remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois, entre autres en diminuant les taxes scolaires dans les régions où ils sont beaucoup plus élevés, des régions où ils sont le double, le triple des Laurentides. Donc, je sais que le Parti québécois est contre ça, remettre de l'argent dans le portefeuille. Nous, on a commencé à le faire, puis on va continuer de le faire.
Maintenant, je suis content que le chef de la deuxième opposition ait bien lu notre programme. Oui, on prévoit effectivement accorder aux producteurs en serre des avantages sur le prix de l'électricité pour doubler leur production. Donc, on va agir, puis je pense que on va être d'accord. Donc, je suis content de voir que le chef de la deuxième opposition est d'accord avec nous pour augmenter la production en serre. De façon très importante, on parle de doubler. Première complémentaire, Monsieur le député de Bonaventure. Merci, Monsieur le Président. Parlant de souveraineté alimentaire, on peut aussi parler de sécurité alimentaire. Est-ce que le gouvernement peut nous expliquer pourquoi il a refusé la motion déposée le 12 février qui demandait l'étiquetage obligatoire des OGM avant le 1er juillet 2020? Pourtant, c'est une demande qui a été faite par la Coalition Avenir Québec le 9 novembre 2017 et qui plus est, la demande est encore sur le site Web de la CAQ. Monsieur le Président, pourquoi en 2017 ils étaient contre, ils étaient pour et que maintenant ils sont contre? Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Monsieur le Président, je remercie le collègue de ma question. Écoutez, c'est un dossier qui nous préoccupe, que les citoyens aient accès à de l'information juste et transparente pour leurs aliments, c'est très important. C'est pour ça qu'en novembre, on a octroyé à l'Observatoire de la consommation responsable, associé à l'Université du Québec à Montréal, un mandat afin de jeter les bases pour voir s'il y aurait possibilité, la capacité de mettre en place une appellation réservée ou un terme valorisant pour l'étiquetage sans OGM. Fait que je peux vous dire qu'il y a des experts qui travaillent présentement. C'est un rapport qui va nous être remis en 2019. Et puis après ça, on va prendre acte des recommandations des experts dans ce dossier-là, Monsieur le député. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bonaventure. Écoutez, ma question était simple. Pourquoi ils ont dit non? Sur un autre ordre d'idée, le ministre parle de transparence. Un des enjeux soulevés par la mise à pied de M. Robert, celui de l'opacité qui existe sur les dangers potentiels de l'utilisation des produits chimiques. Le leader du gouvernement. Monsieur le Président, avec égard pour le collègue, il ne peut pas poser une question principale dans sa deuxième complémentaire. Ça ne porte pas sur le même dossier, sur le même sujet. Le règlement est clair à cet effet-là. Vous avez raison, Monsieur le député de Bonaventure. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la question de mon chef et la question du député de Bonaventure ont attrait à l'agriculture. Est-ce qu'on est encore sur le sujet de l'agriculture? La réponse, Monsieur le Président, c'est oui. Il ne nommera plus, il va parler de pétrole. Monsieur le leader du gouvernement. De façon très succincte, Monsieur le Président, la question touchait l'étiquetage, les OGM, et là, on nous parle de M. Robert. Alors, c'est complètement deux dossiers distincts, c'est pas le même sujet de la question. Veuillez poursuivre, Monsieur le député. Monsieur le Président, le 12 février, nous avons déposé une demande pour qu'une commission parlementaire se penche sur l'utilisation des produits chimiques dans l'agriculture. Est-ce que le gouvernement va acquiescer à notre demande ou répondre au lobby des produits chimiques? Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Je dois revenir à la question du leader, du chef de la deuxième opposition, qui était pertinente, là, à savoir la production de légumes en serre. Je suis vraiment heureux que ce soit rallié à nos propositions qu'on a faites pendant la campagne électorale. Vous savez qu'au Québec, on a pris un retard important en termes de production de légumes en serre. On a 100 hectares qu'on produit. On a nos voisins ontariens qui produisent 900 hectares. On a un gouvernement précédent que pour lui, la production de légumes en serre, c'était pas important. On a dans notre programme, on a dans nos actions des objectifs puis des moyens qui sont mis en œuvre pour faire en sorte qu'on va passer de 100 hectares à 200 hectares. Et quand on sera rendu là, le chef de la deuxième opposition peut être assuré qu'on aura des objectifs ambitieux pour aller plus loin à ce niveau-là. Monsieur le député de Pontiac. Président, les psychiatres auxquels fait référence le ministre ont dit hier en commission parlementaire que c'est l'INSPQ la référence en santé publique. Et l'INSPQ a dit en commission que la loi du ministre aurait une incidence négative sur la santé, que ça se pouvait même que les jeunes consomment plus suite à son projet de loi. Puis d'autres groupes aimeraient bien en rajouter, Monsieur le Président, mais puisque le gouvernement refuse de les entendre en commission, je vais vous permettre de me dire ici leurs propos au Salon Bleu. Sur l'âge minimal, le barreau disait hier un âge minimal élevé déterminé de façon arbitraire prête Roffland à des contestations judiciaires. Sur l'âge minimal, il disait aussi il existe un risque sérieux d'invalidité constitutionnelle si le gouvernement établit un âge minimal élevé en s'appuyant sur des études scientifiques qui ne sont pas concluantes. Monsieur le Président, c'est pas compliqué. Il tire à boulet rouge sur le ministre avant que plus de jeunes se mettent à tirer une pof, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre peut tirer un trait sur sa loi?
Le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. J'aimerais remercier le député de Pontiac de me reposer une autre question. Nous allons nous assurer, Monsieur le Président, de faire respecter le droit du Québec de légiférer sur l'encadrement du cannabis. La loi fédérale nous permet de déterminer l'âge que l'on juge adéquat au Québec pour consommer du cannabis. J'aimerais leur rappeler aussi que dans la loi actuelle, le fait de consommer, de faire pousser du cannabis à la maison était à l'encontre de la loi fédérale et pourtant le projet de loi a passé. Encore une fois, je vous rappelle le message qui a été passé hier à la commission parlementaire. Une nouvelle étude de l'Université McGill a démontré que chez les jeunes qui consomment du cannabis à l'adolescence, et non pas à partir de 18 ans, ça entraîne un risque de dépression de 7 Monsieur le Président. C'est 25 000 Canadiens qui souffrent de dépression année après année, qui se rajoutent parce qu'ils ont consommé du cannabis quand ils étaient jeunes. Est-ce qu'on peut leur envoyer un message clair à la population que le cannabis, c'est pas banal, c'est quelque chose d'important. Nous, on veut légiférer pour protéger nos jeunes avant l'âge de 18 ans. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci à tous de votre collaboration.